Tout a commencé par un appel. Ils m'ont dit « Hé, Max, on te transfère en Floride, les incendies là-bas sont si violents qu'on peut faire frire des saucisses directement sur l'asphalte. » Super. Le travail, c'est le travail. Je ne suis pas du genre à m'apitoyer, et encore moins à discuter les ordres. Si c'est là qu'ils ont besoin de moi, alors c'est là que j'irai. Mais en raccrochant, un léger malaise s'est installé, presque imperceptible, comme une goutte d'eau qui tombe sans bruit dans une pièce vide. Je n'ai pas su dire pourquoi sur le moment, mais ce transfert allait marquer bien plus qu'un simple changement de décor. Quelques semaines plus tard, j'étais là, en plein cœur de l'enfer. La chaleur était suffocante, une chaleur qui semblait s'accrocher à vous comme une deuxième peau, rendant chaque mouvement plus lourd. C'était mon premier jour dans cette ville, un patelin paumé où chaque coin de rue semblait baigner dans une lumière orangée et où l'odeur du bois brûlé se mêlait à celle du sel de mer. Une station balnéaire transformée en brasier, voilà à quoi ça ressemblait. Pourtant, les habitants faisaient comme si de rien n'était. Le genre de ville où les sourires paraissent chaleureux mais cachent des secrets que personne n'ose mentionner. Mon boulot ? Inspecteur en prévention incendie. Glamour, n'est-ce pas ? Mais c'est un boulot vital dans des régions où un mégot mal écrasé peut détruire des vies. Mon supérieur, le genre de gars qui parle avec un accent traînant et mâche de la nicotine, m'a fait un rapide topo en pointant une carte de la ville épinglée au mur. Là, c'est la zone où on a eu les derniers départs de feu. Prends ça, dit-il en me tendant une tablette à moitié fissurée. Fais ton tour, note tout ce qui te semble louche, et on débriefera demain matin. Alors, j'ai fait mon tour. De la plage au quartier résidentiel, je voyais des paysages magnifiques et désolés à la fois, des maisons désertées, des voitures calcinées, et parfois, des visages méfiants qui me scrutaient derrière des volets entr'ouverts. Je n'étais là que depuis quelques heures, mais déjà, je sentais une tension palpable dans l'air, quelque chose d'indescriptible, comme si les gens attendaient que la prochaine catastrophe tombe sur eux. Et c'est là que je l'ai rencontré. Une maison un peu en retrait, juste au bord d'une zone boisée qui avait presque complètement cramé. La peinture blanche de la façade était cloquée par la chaleur, et le jardin semblait avoir été abandonné depuis longtemps. Pourtant, une femme était là, penchée sur une vieille cloche accrochée à un poteau dans son jardin. Elle était en train de la nettoyer, méticuleusement, comme si cet objet avait une valeur inestimable. Son dos était tourné, et je pouvais voir sa chevelure brune flotter légèrement dans l'air sec. Je me suis avancé doucement, sans vouloir l'effrayer, et j'ai tout sauté pour signaler ma présence. Elle s'est retournée brusquement, et ce que j'ai vu m'a frappé. Ses yeux étaient intenses, presque hypnotiques, et son visage portait une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ni peur, ni surprise, mais quelque chose d'autre. Une sorte de méfiance voilée d'un léger sourire. « Vous êtes avec les pompiers ?» a-t-elle demandé. Je me suis présenté rapidement, expliquant mon rôle dans la prévention des incendies, et elle a hoché la tête, toujours accrochée à cette cloche rouillée qu'elle semblait chérir comme un trésor. « Cette cloche a une histoire », m'a-t-elle dit après un moment de silence. Elle a été ici bien avant que la ville ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Avant que tout ne brûle. Je ne savais pas trop quoi répondre, alors je me suis contenté d'un sourire poli. Mais quelque chose en elle, ou dans cette maison, me mettait mal à l'aise. Vous savez, a-t-elle ajouté d'une voix plus basse, cette cloche, elle a une particularité. On l'entend toujours avant qu'un incendie ne se déclare. Comme un présage. J'ai haussé un sourcil, peu sûr de ce qu'elle voulait dire. Une superstition locale? Une coïncidence? Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait ni blague ni exagération. Elle croyait à ce qu'elle disait, et cela m'a intrigué malgré moi. En repartant de cette maison, le bruit de cette cloche a résonné dans ma tête, sans que je sache pourquoi. Un sentiment de malaise m'a accompagné tout le reste de la journée, comme si cette femme venait de me transmettre un fardeau dont je n'avais pas conscience. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, l'odeur familière de la soupe maison de Sun flottait dans l'air. Elle était dans la cuisine, ses cheveux attachés en un chignon négligé, fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. J'ai pris une seconde pour observer la scène. La lumière douce au-dessus de l'évier, la pile de légumes frais qu'elle découpait avec précision, et cette chaleur rassurante qu'elle dégageait sans même s'en rendre compte. Je me suis approché, mes clés tintant dans ma main, et j'ai dit d'un ton léger mais décidé, « Sun, prépare tes valises. On part en Floride. » Elle s'est retournée, son couteau suspendu dans les airs, un mélange d'étonnement et de curiosité dans les yeux. « Quoi? Comme ça, sans prévenir ?» J'ai haussé les épaules, affichant un sourire en coin. « Oui, comme ça. Je vais bosser là-bas un moment, et je me suis dit qu'on pourrait en profiter pour partir ensemble. Toi, tu te reposes. Moi, je sauve le monde. Un peu comme Batman, mais sans la cape. » Son rire a résonné dans la pièce, clair et sincère. « Batman sans cape, hein? Et tu comptes lutter contre les incendies avec ta Batmobile, ou bien ?»
Très drôle, Sun, ai-je répondu, m'appuyant contre le comptoir. Mais sérieusement, c'est une opportunité. Et toi, ça fait combien de temps que tu me dis que tu veux aller à la mer? Voilà ta chance. Elle a posé son couteau et s'est tournée complètement vers moi, croisant les bras. ¿Tú es sûr? Parce que partir comme ça veut dire organiser, emballer, s'assurer qu'on ne laisse rien traîner. Tout est sous contrôle. Je m'occupe des détails. Toi, tu fais juste ta valise et tu te prépares à te la couler douce au soleil. Elle m'a dévisagé pendant une seconde, comme si elle cherchait à déceler une arrière-pensée dans mes mots. Mais il n'y avait rien de caché. C'était sincère. Je voulais qu'elle vienne, qu'on ait un peu de temps pour nous, même si ce serait dans les interstices de mes nouvelles responsabilités. D'accord, a-t-elle dit finalement, un sourire naissant sur ses lèvres. Mais je te préviens, je ne mets pas un pied sur une plage sans crème solaire, un grand chapeau et un cocktail à la main. Marché conclu. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une douce agitation. Elle courait entre notre chambre et la buanderie, choisissant ses vêtements, vérifiant les prévisions météo pour savoir si elle devait emmener une veste. Pendant ce temps, je m'occupais des papiers, des réservations et des détails logistiques pour le déplacement. C'était agréable de la voir sourire autant. Ces derniers temps, la routine semblait peser sur nous deux. Nos conversations tournant autour de factures, de courses, du boulot. On n'avait pas vraiment pris le temps de respirer. Ce voyage, c'était une bouffée d'air frais, une chance de se reconnecter, même si je savais que mon travail me tiendrait occupé une bonne partie du temps. Avant d'aller nous coucher, elle s'est assise sur le bord du lit, un carnet à la main. Tu sais, Max, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi excité à l'idée de partir quelque part. Je me suis glissé à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Moi non plus, Sun. Ça va nous faire du bien. Elle a posé sa tête contre mon épaule et a fermé les yeux. À ce moment-là, tout semblait simple, presque parfait. Mais au fond de moi, un petit doute subsistait. Cette ville en Floride, ce travail, cette nouvelle aventure. Une petite voix me disait que ce ne serait pas qu'une simple parenthèse ensoleillée. Je n'ai rien dit à Sun. Pas encore. Pourquoi gâcher l'enthousiasme? Mais cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à mes côtés, je suis resté éveillé un moment, les yeux fixant le plafond. Quelque chose m'attendait là-bas. Je le sentais, comme une ombre que je ne pouvais pas encore voir clairement. La Floride est bien pire que ce que j'avais imaginé. Dès que nous sommes arrivés, la chaleur m'a frappé comme un mur invisible, m'écrasant sous son poids. Chaque souffle d'air brûlait, comme si je respirais à travers un sèche-cheveux. Même le climatiseur de la voiture a rendu l'âme après 1 heure de route. Les incendies ne faisaient qu'aggraver les choses, teintant l'horizon d'un orange permanent et remplissant l'air d'une odeur âcre de fumée. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des alertes, des mises à jour, des rapports sur de nouveaux foyers qui s'allumaient presque aussi vite que nous pouvions les éteindre. De mon côté, ce n'était que chaos et travail non-stop. Mon supérieur m'avait mis directement sur le terrain, ce qui signifiait parcourir les zones les plus touchées, inspecter les lignes de feu et coordonner les équipes pour limiter les dégâts. Je n'avais pas une seconde pour moi, et honnêtement, ça m'allait. Le travail m'empêchait de réfléchir à autre chose. À quoi, exactement, je ne savais pas encore. Marina, en revanche, semblait s'adapter à cette nouvelle vie avec une aisance déconcertante. Dès les premiers jours, elle a plongé tête la première dans ce qu'elle appelait l'essence de la Floride. Elle revenait chaque soir avec des histoires sur des spas luxueux, des fêtes sur des yachts et des centres commerciaux gigantesques. Ses yeux brillaient de l'excitation d'un enfant découvrant un parc d'attractions. « Tu n'imagines pas combien il y a de choses à faire ici, Max » m'a-t-elle dit un soir en débouchant une bouteille de vin qu'elle avait dénichée dans une boutique chic du centre-ville. Ce spa que j'ai trouvé aujourd'hui, c'était comme entrer dans un autre monde. Ils ont même une salle de relaxation avec des murs en sel. Je l'écoutais, assis à la table de la cuisine, ma chemise encore imprégnée de sueur et mes mains noircies de cendres. À chaque fois qu'elle parlait, son enthousiasme me faisait sourire malgré ma fatigue. Elle semblait si vivante, si enjouée. Et franchement, après tout ce qu'elle avait supporté ces dernières années, elle méritait de s'amuser un peu. Mais, en même temps, quelque chose me chiffonnait. Rien de concret, rien que je pourrais expliquer clairement. C'était juste un sentiment, un petit poids au creux de l'estomac qui refusait de disparaître. Peut-être que c'était l'écart entre nos deux vies, moi, submergé par le chaos des incendies, et elle, s'épanouissant dans une bulle de luxe et de divertissement. Un soir, elle est rentrée un peu plus tard que d'habitude. Elle portait une robe légère que je ne lui avais jamais vue et une paire de sandales neuves. Ses joues étaient roses, non pas de la chaleur, mais comme si elle venait de passer des heures à rire. Elle a déposé ses sacs de shopping sur le canapé et a sorti un parfum d'un des sacs, me le tendant fièrement. « Tu sens ça, Max »
a-t-elle demandé en vaporisant un peu sur son poignet. C'est comme un coucher de soleil dans une bouteille. Je l'ai humé distraitement, mais mon attention était ailleurs. Un détail anodin m'a frappé. Ses ongles, fraîchement manucurés, étaient peints d'un rouge vif, une couleur qu'elle détestait normalement. Marina disait toujours que le rouge était trop agressif. Alors pourquoi ce changement? Je n'ai rien dit sur le moment. Après tout, ce n'était qu'une couleur de vernis, pas de quoi en faire une montagne. Mais ce genre de petites incohérences commençait à s'accumuler. Quelques jours plus tard, en sortant tôt le matin pour me rendre sur un site d'incendie, j'ai remarqué un détail qui m'a fait tiquer. La voiture de Marina était toujours dans l'allée, mais le pare-brise était couvert de buée. La veille, elle m'avait dit qu'elle allait se coucher tôt après une journée éreintante au spa. Alors pourquoi y avait-il des traces de condensation à l'intérieur? Encore une fois, rien de flagrant. Rien qui ne justifie une confrontation. Et pourtant, ces petites choses s'empilaient dans un coin de ma tête, formant une sorte de puzzle dont il me manquait les pièces principales. Les jours suivants, j'ai commencé à observer, sans en avoir l'air. Marina continuait à sortir presque tous les jours, revenant toujours plus tard, toujours plus rayonnante. Elle m'envoyait des textos enjoués pendant la journée, photos de ses plats au restaurant, selfies dans des boutiques ou devant des paysages idylliques. Tout semblait parfaitement innocent, et pourtant, ce sentiment de malaise refusait de me lâcher. Une nuit, après une longue journée sur le terrain, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Marina assise sur le canapé, son téléphone dans les mains. Elle riait doucement, son visage éclairé par l'écran. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» ai-je demandé en m'affalant dans le fauteuil en face d'elle. Elle a sursauté légèrement, comme si je l'avais prise au dépourvu. « Oh rien, juste une vidéo de chaton qu'une copine m'a envoyée. » J'ai hoché la tête, mais cette fois, je n'étais pas sûr de la croire. Quand elle est partie se coucher, j'ai pris une bière et me suis assis seul dans le salon, fixant l'écran noir de la télévision. Ce sentiment, ce fichu sentiment, refusait de partir. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que c'était la fatigue. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas que ça. Quelque chose n'allait pas. Et il allait falloir que je découvre quoi. Steve est exactement le genre de gars qu'on imaginerait en couverture d'un magazine sur les héros modernes. Grand, bronzé, avec ce sourire éclatant de dents blanches qui semble avoir été sculpté pour la télévision. Il se déplace comme si chaque pièce où il entre devenait son terrain de jeu. Un mélange de charisme naturel et de confiance déconcertante. Le genre de gars qui sait qu'il plaît et qui s'en amuse. Lors de mon premier briefing avec lui, il m'a tapé dans le dos si fort que j'ai failli renverser mon café. « Max, mon gars, ravi de t'avoir avec nous. On a besoin de gens solides ici, et toi, t'as l'air d'un roc. » Il m'a serré la main avec une force qui trahissait un besoin d'affirmer son autorité, mais son sourire était si sincère que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. C'est vrai que Steve avait une sorte de magnétisme. Il plaisantait avec tout le monde, connaissait les prénoms de chaque pompier, et se rappelait des petits détails comme le nom du chien de l'un ou l'anniversaire de la fille de l'autre. C'était impressionnant, en un sens. Mais parfois, je ne pouvais m'empêcher de penser que tout ça ressemblait à un rôle qu'il jouait, une performance qu'il maîtrisait parfaitement. À la maison, j'en parlais parfois avec Marina. Rien de bien spécial, juste des anecdotes sur ses blagues ou ses discours motivants. Mais à ma grande surprise, elle a commencé à poser des questions sur lui, et pas qu'un peu. « Alors, ce Steve, c'est quoi son histoire ?» a-t-elle demandé un soir en feuilletant un magazine sur le canapé. « Steve ?» ai-je répondu, un peu pris au dépourvu. « Eh bien, c'est mon patron. Il est sympa, un peu trop sûr de lui parfois, mais bon, il sait ce qu'il fait. Il est marié. » La question m'a fait lever les yeux de mon téléphone. Oui, je crois. Enfin, il a mentionné sa femme une ou deux fois. Pourquoi? Elle a haussé les épaules d'un air innocent. Oh, juste comme ça. Il a l'air confiant, c'est tout. Tu sais, le genre de mec qui attire l'attention. Ça, c'est sûr, ai-je répondu avec un petit rire. Il pourrait vendre du sable à quelqu'un dans le désert. Elle a ri, mais il y avait quelque chose dans son sourire qui semblait différent. Pas faux, exactement, mais réfléchi. Comme si elle pesait soigneusement chaque mot qu'elle disait. Les jours suivants, ces questions ont continué, parfois de manière subtile, parfois un peu plus directe. Il a quel âge, ce Steve? Il fait du sport, non? Ça se voit. Ou encore, il est toujours si amical avec tout le monde, ou c'est juste avec toi? J'ai mis ça sur le compte de la curiosité. Après tout, Marina avait toujours été sociable, curieuse des gens que je côtoyais. Mais il y avait un ton dans ces questions qui me mettait un peu mal à l'aise, même si je ne pouvais pas l'expliquer pourquoi. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, elle a lancé un commentaire qui m'a frappé. « Tu sais,
Si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais juré que Steve était célibataire. Il dégage ce genre d'énergie, tu vois? J'ai levé un sourcil, intrigué. Quel genre d'énergie? Elle a haussé les épaules, jouant avec sa fourchette. Je ne sais pas, comme quelqu'un qui aime être le centre de l'attention. Ça le rend intriguant. J'ai ri doucement, essayant de dissiper la tension que je sentais poindre. T'inquiète pas, il est plus concentré sur son boulot que sur quoi que ce soit d'autre. Les incendies, c'est son truc. Elle a souri, mais son regard s'est attardé un peu trop longtemps sur moi avant qu'elle ne retourne à son assiette. Ce genre de conversation a continué pendant plusieurs semaines. À chaque fois que je mentionnais Steve, même en passant, Marina semblait particulièrement attentive, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail que je lui donnais. Encore une fois, je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être qu'elle s'ennuyait un peu ou qu'elle était simplement curieuse. Mais au fond de moi, une petite voix me chuchotait que tout ça n'était pas normal. Pourquoi cet intérêt soudain et insistant pour mon patron? Pourquoi ce regard calculateur qu'elle arborait parfois, juste un instant, avant de le cacher derrière son sourire habituel? Je n'ai pas cherché à approfondir sur le moment. Entre les incendies, les nuits agitées et les journées interminables, je n'avais pas le temps pour ce genre de réflexion. Mais cette voix intérieure continuait de murmurer, s'amplifiant un peu plus chaque fois que Marina évoquait Steve d'un ton un peu trop intéressé. Ce jour-là, pour une fois, le chaos des incendies m'a donné un peu de répit. Tout était sous contrôle, les équipes étaient en place, et j'avais terminé mes inspections plus tôt que prévu. Alors, j'ai décidé de rentrer à la maison. Une surprise pour Marina, pensais-je. Elle m'avait souvent dit à quel point mes horaires imprévisibles la laissaient seule, et je voulais lui montrer que, malgré tout, je pensais à elle. En arrivant dans notre rue, j'ai remarqué la voiture de Steve garée juste devant la maison. Je me suis arrêté net, mes mains crispées sur le volant. Mon cerveau a essayé de rationaliser. Peut-être qu'il était là pour discuter boulot, peut-être qu'il m'avait cherché à la caserne, et ne m'y trouvant pas, avait décidé de passer chez moi, mais une partie de moi savait que ça ne tenait pas debout. Je suis resté dans la voiture quelques secondes, fixant ce véhicule qui me narguait. Finalement, j'ai inspiré profondément et suis sorti. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il y avait une sorte de tension dans l'air, une énergie palpable qui faisait vibrer chaque fibre de mon être. Je les ai entendus avant de les voir. Marina riait, ce genre de rire léger et un peu trop forcé qu'elle réservait habituellement aux situations gênantes. Et puis, il y avait la voix grave de Steve, pleine d'assurance, presque moqueuse. J'ai tourné au coin du couloir, et là, je les ai vus. Marina était debout près de la table à manger, une bouteille de vin à moitié vide posée devant elle. Elle portait cette robe bleue que j'adorais, celle qu'elle réservait pour les grandes occasions. Steve était de l'autre côté, appuyé contre le dossier d'une chaise, un verre de vin à la main et son sourire habituel plaqué sur le visage. Quand ils m'ont vu, tout a changé. Le rire de Marina s'est éteint brusquement, et ses yeux se sont écarquillés comme si elle avait été prise en flagrant délit. Steve, en revanche, n'a pas bougé d'un pouce. Il m'a regardé avec cette même expression décontractée, comme si ma présence n'était qu'un détail insignifiant dans son univers parfaitement maîtrisé. J'ai brisé le silence avec un sourire forcé. Alors, quoi? Vous organisez une beuverie sans moi? Marina a lâché un petit rire nerveux, mais ses mains tremblaient légèrement. Max, je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. Steve passait juste pour discuter d'un projet de travail. Un projet, hein? Ai-je répondu, mon regard alternant entre deux. Ça a l'air sérieux. Le vin fait partie du brainstorming, je suppose? Steve a levé son verre, toujours aussi détendu. Le vin, c'est pour détendre l'esprit. Ça aide à réfléchir, tu sais. Son arrogance aimait frapper de pleine fouette. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait voir jusqu'où il pouvait aller, tester mes limites. Et ça me rendait fou. Marina, de son côté, essayait désespérément de jouer la carte de la normalité. Steve voulait juste passer un moment pour parler du plan d'évacuation qu'il prépare. Rien de plus. Bien sûr, ai-je répondu, feignant la légèreté. Mais la prochaine fois, pensez à m'inviter. Je pourrais avoir de bonnes idées. Steve a esquissé un sourire, mais il y avait quelque chose de sournois dans ses yeux. On y pensera, Max. Le reste de la conversation a été un tourbillon de banalités. Marina parlait un peu trop vite, Steve était un peu trop détendu, et moi, je souriais en surface, mais à l'intérieur, je bouillais. Je savais qu'il se passait quelque chose. Je ne pouvais pas encore mettre le doigt dessus, mais tout en moi criait que cette scène n'était pas aussi innocente qu'il voulait le faire croire. Quand Steve a finalement décidé de partir, il m'a tendu la main, et j'ai failli refuser de la serrer. Mais je l'ai fait,
serrant un peu plus fort que nécessaire. « À bientôt, Max », a-t-il dit, son sourire éclatant toujours planté sur son visage. Dès qu'il a franchi la porte, je me suis tourné vers Marina. Elle était debout, figée, son verre de vin encore à moitié plein entre ses mains. « C'était quoi, ça ?» ai-je demandé, sans même essayer de cacher le soupçon dans ma voix. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu la panique qui bouillonnait juste sous la surface. « Rien, Max. C'était rien. Tu te fais des idées. » Mais elle mentait. Je le savais. Et pour la première fois, je me suis promis de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Quand j'ai fermé la porte derrière Steve ce soir-là, je savais que quelque chose allait se briser. La tension dans la pièce était insupportable. Marina était toujours figée, debout près de la table, son verre de vin à la main comme si elle espérait qu'il puisse la protéger de ce qui allait suivre. Je l'ai regardée, essayant de comprendre, de rassembler les morceaux de ce que je venais de voir et de sentir. « Tu vas me dire ce qui se passe, ou on va faire semblant encore un peu ?» ai-je demandé, ma voix calme mais tranchante. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son ne sortait. Ses yeux cherchaient quelque chose dans les miens, peut-être une échappatoire, une excuse, un miracle. Finalement, elle a murmuré « Max, ce n'est pas ce que tu crois. » C'était toujours ça, n'est-ce pas? La phrase universelle pour nier l'évidence. Mais avant qu'elle puisse continuer, une voix derrière moi a coupé court à ses explications. « Si, Max, c'est exactement ce que tu crois. » C'était Steve. Je me suis retourné et l'ai vu debout sur le pas de la porte, son sourire hollywoodien toujours accroché à son visage comme s'il était incapable de l'effacer. Il n'était pas parti. Il avait entendu, ou peut-être qu'il avait voulu rester, juste pour voir comment tout cela allait se dérouler. « Sérieusement ?» ai-je craché, ma voix tremblante sous l'effet de la colère qui montait. « Oui », a-t-il dit avec une honnêteté brutale qui m'a coupé le souffle. « Il y a quelque chose entre nous. » Marina a laissé échapper un faible Steve. Comme si elle voulait l'arrêter, mais il l'a ignoré. Il ne cherchait pas à se cacher, pas à atténuer les choses. Il voulait que je sache. Et peut-être qu'il voulait que je réagisse, que je fasse quelque chose de stupide pour lui donner l'avantage. J'ai senti mes poings se serrer, mes muscles se tendre. Tout en moi criait de frapper cet homme, d'effacer ce sourire arrogant de son visage. Mais une autre partie de moi, plus froide, plus lucide, m'a retenu. Ce n'était pas une bagarre qui allait résoudre quoi que ce soit. Je me suis tourné vers Marina. Elle était pâle, ses yeux remplis de larmes, mais elle ne disait rien. Pas une seule fois elle n'a essayé de le nier. Pas une seule fois elle n'a dit que Steve mentait. Et c'est là que ça m'a frappé, c'était la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant comme un marteau dans ma poitrine. « D'accord », ai-je dit finalement, ma voix étrangement calme. « Vous savez quoi? Vous pouvez avoir ce que vous voulez. » Marina a secoué la tête, sa voix enfin revenue, tremblante. « Max, attends. Ce n'est pas. Je veux dire, ça ne veut pas dire que... » « Que quoi? » ai-je coupé, mon ton glacé. « Que ça ne compte pas. Que ça ne veut rien dire. Tu es en train de tout foutre en l'air, Marina, et tu n'as même pas le courage de l'admettre. » Elle a baissé les yeux, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. Steve, lui, est resté impassible, comme s'il était au-dessus de tout ça, comme si rien de ce que je pouvais dire ou faire ne le concernait vraiment. Je me suis dirigé vers la porte, attrapant mes clés sur la table en passant. J'aurais pu exploser, j'aurais pu crier, mais à quoi bon? Les morceaux étaient déjà éparpillés, et il n'y avait rien à sauver. « Max, ne pars pas », a supplié Marina, sa voix brisée. Je me suis arrêté un instant, ma main sur la poignée. « Tu sais quoi, Marina? Je pense que je n'ai jamais vraiment eu ma place ici. Alors je vais te laisser profiter de ton nouvel invité. » Et je suis parti. En fermant la porte derrière moi, j'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine, comme si un poids énorme venait de s'écraser sur moi. Mais en même temps, il y avait une étrange sensation de soulagement. Ce n'était pas à moi de réparer ce qui avait été brisé. Ce n'était plus ma bataille. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le bruit de mes pas résonnant dans la nuit calme. Une fois assis derrière le volant, je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai juste regardé droit devant moi, fixant l'obscurité. C'était fini. Tout ce que nous avions construit, tout ce que nous étions censés être, réduit à néant en une soirée. Et le pire, c'est que je ne savais même pas si j'avais encore envie de me battre pour quelque chose qui, apparemment, n'avait plus aucune valeur pour elle. J'ai démarré la voiture, et je suis parti. Pas de destination en tête, juste l'envie de m'éloigner. La chambre d'hôtel était simple, presque impersonnelle. Une table en bois clair, un lit au drap immaculé, et une grande fenêtre donnant sur l'océan. Rien de spectaculaire, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Un endroit pour m'échapper, pour m'éloigner de la vie que je venais de quitter.
Je m'étais effondré sur le lit, fixant le plafond avec un vide grandissant dans la poitrine. L'odeur saline de l'océan flottait dans l'air, une brise légère s'infiltrant par la fenêtre entr'ouverte. De là où j'étais, je pouvais entendre le bruit apaisant des vagues qui venaient mourir sur le rivage. Ironique, en un sens. Ce son, si paisible, contrastait brutalement avec le chaos qui dévastait mon esprit. Je me suis levé, incapable de rester immobile, et je me suis approché de la fenêtre. L'océan s'étendait à perte de vue, son immensité presque écrasante. Je me suis appuyé sur le rebord, le regard perdu dans l'horizon teinté de nuances orangées par le coucher de soleil. Comment cela avait-il pu arriver? La question tournait en boucle dans ma tête, me frappant encore et encore, comme les vagues incessantes contre les rochers. Tout semblait s'embrouiller. Était-ce ma faute? Avais-je ignoré des signes qui étaient là depuis le début? Ou bien était-ce simplement Marina, qui avait changé, qui s'était éloignée de moi alors que je ne voyais rien venir? Je me souvenais de la première fois où nous avions visité la Floride ensemble, des années auparavant. Nous étions jeunes, insouciants, fauchés mais heureux. Nous avions ri en nous brûlant les pieds sur le sable chaud, mangé des tacos trop épicés sur la plage et pris des photos idiotes au bord de l'eau. Tout semblait si simple alors. Où était passée cette simplicité? La vie avait-elle vraiment changé à ce point? Ou était-ce moi qui avais changé, sans même m'en rendre compte? Je me suis rassis sur la chaise près de la fenêtre, les coudes appuyés sur mes genoux et les mains dans les cheveux. Une part de moi voulait rejeter toute la faute sur Marina, sur Steve, sur cette fichue Floride. Mais au fond, je savais que ce n'était pas aussi simple. La vérité, c'est que je m'étais perdu quelque part en cours de route. Je repensais aux derniers mois, à ma vie avant ce transfert. Mon travail m'avait englouti. Les incendies, les inspections, les heures interminables à essayer de protéger des quartiers entiers contre des flammes insatiables. C'était noble, sans doute, mais j'avais laissé ce rôle de héros m'éloigner de tout le reste. J'avais laissé Marina glisser entre mes doigts sans même m'en apercevoir. Pourtant, est-ce que cela justifiait ce qu'elle avait fait? Steve, ce sourire arrogant, cette trahison. Non. Cela me blessait encore, profondément. C'était une douleur sourde et persistante, comme un nœud dans ma poitrine qui refusait de se défaire. Je me sentais comme un vieux tuyau qu'on aurait plié dans tous les sens, tordu et usé, incapable de retrouver sa forme initiale. La vie m'avait pris, m'avait déformé, et maintenant je ne savais même plus qui j'étais. Je regardais l'océan et je me demandais si un jour, cette douleur allait s'apaiser. Est-ce que j'allais pouvoir tourner la page? Est-ce que j'allais trouver un moyen de reconstruire quelque chose, ou est-ce que je resterais coincé ici, dans cette solitude, à ruminer tout ce que j'avais perdu? La nuit est tombée lentement, enveloppant la pièce dans une pénombre apaisante. Le bruit des vagues continuait, régulier et imperturbable. J'ai allumé une petite lampe près du lit, sa lumière jaune créant une ambiance douce mais mélancolique. Je ne savais pas quoi faire. La vie semblait suspendue, comme si le monde continuait de tourner sans moi. Mais une chose était sûre, je ne pouvais pas rester ici indéfiniment. À un moment donné, il faudrait que je prenne une décision. Que je décide si je voulais me battre pour ce que j'avais perdu, ou si je devais apprendre à vivre avec le vide qu'elle avait laissé derrière elle. En attendant, je suis resté là, seul face à l'océan, à chercher des réponses qui refusaient de venir. Retourner au travail était la seule chose qui me semblait encore tenir debout. Tout le reste, la maison, mon mariage, mes espoirs d'un avenir paisible, semblaient s'être effondrés sous mes pieds. Mais le travail, lui, était constant. Les incendies ne s'arrêtaient pas parce que ma vie personnelle partait en fumée. Ils continuaient de dévorer tout sur leur passage, implacables, indifférents, et c'était à moi de les affronter. Quand je suis arrivé à la caserne ce matin-là, l'ambiance était la même qu'à mon départ, une ruche en ébullition. Les radios crachotaient des rapports, les pompiers allaient et venaient en vérifiant leur équipement, et les cartes des zones touchées étaient punaisées au mur comme des champs de bataille modernes. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus ce gars qui se levait chaque matin pour essayer de sauver le monde. Non, cette version de moi était morte. Je n'allais plus me tuer à sauver ceux qui ne me voyaient pas, qui ne me comprenaient pas, qui prenaient ma dévotion pour acquise. Marina, Steve, tous ces gens qui sourient en façade mais vous poignardent dans le dos quand vous baissez la garde. Je n'avais plus de place pour eux dans ma vie. Mais les incendies, ça, c'était autre chose. Je pouvais les combattre. Je pouvais les vaincre. Les flammes, au moins, ne prétendaient pas être autre chose que ce qu'elles étaient. Elles étaient brutales, dangereuses, destructrices, mais elles n'étaient pas hypocrites. Elles ne vous faisaient pas de faux sourires avant de tout réduire en cendres. Ce jour-là, j'ai travaillé comme un homme possédé. Peu importe la chaleur, peu importe l'épuisement, je ne m'arrêtais pas. Je voulais sentir mes muscles brûler, sentir mon corps crier pour m'empêcher de penser à autre chose.
Chaque arbre abattu pour empêcher la propagation, chaque tuyau déroulé, chaque fumée qui m'irritait les yeux me donnait un semblant de contrôle dans un monde où je n'en avais plus aucun. Quand je suis rentré à l'hôtel ce soir-là, épuisé mais étrangement apaisé, une idée s'est formée dans mon esprit. Ce chaos allait finir par se calmer. Les flammes allaient reculer, la Floride retrouverait son calme, et alors, je partirais. Pas pour une nouvelle caserne dans une autre ville, pas pour un autre chef aux dents trop blanches et aux intentions douteuses. Non, je partirais vraiment. Loin. L'Alaska. L'idée m'a fait sourire. Là-bas, il n'y avait pas de marina, pas de Steve, pas de fête glamour ou de plage bondée. Juste des montagnes, des forêts, et une solitude brutale mais honnête. L'idée de me réveiller chaque matin entouré de neige et de silence, de respirer un air si froid qu'il mordre les poumons, m'a semblé étrangement attirante. J'allais tout recommencer, loin des gens, des trahisons et des attentes irréalistes. Une vie simple, peut-être même un peu primitive. Ce ne serait pas facile, mais au moins ce serait vrai. J'ai ouvert mon ordinateur ce soir-là et commencé à faire des recherches. Comment déménager en Alaska, où s'installer, quelles opportunités de travail pourraient m'y attendre. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentais une lueur d'espoir, une sensation de renouveau qui me donnait envie d'avancer. Bien sûr, tout cela devrait attendre la fin de cette mission en Floride. Les incendies avaient encore besoin d'être combattus, et je n'étais pas du genre à abandonner un champ de bataille. Mais dans un coin de ma tête, l'Alaska devenait ma lumière au bout du tunnel. Je me suis couché ce soir-là avec une détermination nouvelle. Je n'allais plus m'accrocher à ce qui était brisé, ni essayer de réparer ce qui ne voulait pas l'être. J'allais avancer, reconstruire, et trouver un endroit où je pourrais enfin respirer. Les flammes allaient s'éteindre. Et moi aussi, je partirais, laissant derrière moi tout ce qui m'avait blessé, consumé, détruit. Un nouveau départ m'attendait, et cette fois, je m'assurais qu'il soit à mon image, solide, authentique et libre.